L'histoire qui va suivre aurait pu être une nouvelle inédite de Maupassant, sauf que c'est une histoire vraie. C'était dans le journal. Dans le village de Metz, nous sommes certainement nombreux à nous souvenir d'Isabelle d'Albi, décédée en 1976. Elle habitait en face de l'entrée de l'église Saint-Médard. J'ai, pour ma part, le souvenir de son expression douce, de sa voix et de sa pensée qui m'était bienveillante. Quand j'ai retrouvé son nom de famille et le prénom d'une de ses sœurs sur les pages jaunies d'un article de presse paru en 1907, j'ai tout de suite entrepris de rechercher les archives de tous les journaux relatant de l'affaire en question. Je me suis plongé dans les recoupements afin de reprendre l'enquête autour de cette histoire d'amour tragique. Entre le 21 et le 24 juillet 1907, ce sont principalement 4 titres de la presse nationale qui vont développer le récit de Jules Auclair et de Célina d'Albi par le biais de leurs envoyés spéciaux, Le Petit Parisien, Le Matin, Le Petit Journal et La Lanterne. Avant de relater une fusion des articles écrits en 1907, il faut préciser que les journalistes de l'époque s'étaient pour certains autorisés à modifier des noms et des prénoms. Léon à la place de Jules, Boussingault transformé en Boussin-Ganet, le nom Auclair orthographié avec un C ajouté à la fin du nom. Célina, de son prénom courant, était appelée Célia, qui est son premier prénom administratif, ou Céline. Le temps étant passé, tous les noms et prénoms usuels exacts ont ici repris leurs droits. Jules Adolphe Auclair est né le 19 juin 1876. Célina d'Albi est née le 30 décembre 1887. Tous deux sont nés à Valpuiseau. Célina a 4 frères et 6 sœurs. Jules a un jeune frère né en 1881 et 6 sœurs. Du visuel de leur histoire d'amour, nous ne disposons que des photographies des journaux de 1907. Le traitement d'images modernes nous permet d'en restituer une finesse des traits et de réunir le regard tels ils se sont aimés. Le récit qui va suivre, élaboré à partir des textes des journaux où s'étalaient des confusions, s'est appuyé sur les recoupements qui ont permis de corriger les inexactitudes et pouvoir bâtir les meilleures déductions dans les faits et les chronologies. Nous sommes aux confins du pays Beauceron et du Gâtinais, à Valpuiseau, à 26 km d'Étampes et tout proche de Metz. Valpuiseau est un village composé de grandes fermes où le bétail et les 400 habitants vivent en commun dans une promiscuité de tous les instants. Dans son village, Jules Auclair est un jeune homme très estimé. Il est le fils cadet de cultivateurs aisés, propriétaires de vastes terres. C'est une famille qu'on présente à respecter. La famille Auclair vit recluse dans son regard du monde de toujours, où les rudes travaux de la terre vieillissent avant l'âge. Ils sont aussi durs à la peine qu'âpres au gain. Comment pourraient-ils consentir sans arrière-pensée à leur devoir ancestral dans l'union de leur garçon avec une fille dont le père et la mère ne possèdent pas de terre, vivent difficilement en multipliant les revenus d'un métier de carrier, les travaux d'ouvriers dans les champs et d'un petit commerce de vin qu'ils louent à juste une centaine de pas de leur ferme si respectable. Célina d'Albi est une jeune fille romantique de 19 ans. La famille Auclair, on le savait dans les rumeurs du pays, n'avait pas vu d'un bon œil s'ébaucher des promesses de mariage de leur fils aîné dans de purs sentiments d'amour. Mais Jules aimait Célia. C'était une passion que rien ne pouvait ébranler. Il était riche, il avait, comme on le disait à cette époque, du bien au soleil.
Et si sa future épouse était de condition modeste, il savait qu'elle serait pour lui une compagne moralement idéale et dévouée. Celle aimée et aimante qui le rendrait heureux dans une vie d'amour, de labeur à partager et à construire. Bien que les parents du marié eussent fait savoir qu'ils ne participeraient en aucune façon aux frais de cette noce pour leur fils, les bans furent publiés la semaine précédant le mariage escompté qui devait être célébré le lundi 15 juillet à 10h du matin. Avec force, les parents Auclair répétaient qu'ils ne donneraient rien à leur fils pour cette union qu'ils considéraient comme une mésalliance. Que leur importe qu'elle soit gentille, honnête et travailleuse, pour eux elle n'avait pas de bien et donc pas d'espérance. Pour eux, cette petite Céline d'Albi, qui travaillait comme domestique chez les Langlais, un pharmacien de Milly, a seulement mis la main sur leur fils, jusqu'à ce qu'il se rende inconsidéré lui-même et ingrat envers les siens, allant jusqu'à oser déclarer qu'il se passerait de leur consentement pour se marier. À 30 ans, Jules clamait vouloir devenir indépendant de sa tutelle paternelle. Il clamait savoir ce qu'il faisait et qu'il travaillerait pour nourrir sa femme et bâtir sa future famille. N'avait-il pas été jusqu'à dire qu'il dédaignait l'argent de ses parents, qu'il avait construit ses propres économies, qu'il avait de la vitalité face à l'avenir et que Célina lui apportait plus de valeur sans doute qu'avec un sac d'écus? À quoi le père Auclair, outré d'entendre un des siens tenir un pareil langage, avait répondu: « Va toujours, Louvain, j'aimerais mieux vous envoyer un coup de fusil à toi et à elle. » Le fils, amoureux, tendre, avait haussé les épaules sans prendre au sérieux son père sous l'emprise froide de la colère. Loin de l'éloigner de Célina, l'opposition qu'il rencontrait journellement autour des discussions de la table familiale l'en avait rapproché davantage. Sans faiblir ni s'incliner, il continuait d'imposer sa fiancée à son père, à sa mère, à son jeune frère, à ses sœurs, qui face à lui répétaient ne toujours pas vouloir d'elle. En ce temps, se conformer d'obéir dans la soumission envers l'autorité patriarcale était une règle et une morale qui se voulait infranchissable. Non seulement Célina venait à la ferme, mais le plus souvent possible, elle y prenait ses repas. Elle en put croire un moment que ses futurs beaux-parents étaient revenus à des sentiments plus tendres à son égard. Il lui manifestait une moindre hostilité, du moins en apparence. Il l'accueillait avec une indifférence que dans sa naïveté, elle prenait être pour la pudeur de l'apaisement quand il s'exprime dans la rudesse paysanne. Les amoureux étaient allés à Étampes et à Metz faire leurs emplettes pour les préparatifs de la noce et leur entrée en ménage. 24 heures les séparaient du jour libérateur de leur union, que tous deux attendaient avec une égale impatience. Le samedi 13 juillet, 2 jours avant la cérémonie prévue le 15, Jules Auclair avait consacré une partie de son après-midi dans la maison de René et Consuelo d'Albi, ses futurs beaux-parents. Avec entrain, il avait aidé René à déblayer la grange dans laquelle on réunirait pour déjeuner et à dîner les 32 invités de la noce. Gaiement, Jules avait nivelé le terrain, apprêté, balayé, nettoyé et décoré. Dès très tôt, la table avait été dressée et clouée. Le travail achevé, il était allé dans l'estaminet familial rejoindre sa fiancée pour lui dire que tout était prêt. Vers 5 ou 6 heures, selon les versions, Jules s'en est allé, retourner travailler chez ses parents. Un peu plus tard, à 7 heures, Célina partit le rejoindre pour un brin de conversation et évoquer leur bonheur dans la veille d'être unis à jamais. Dans la cour de la ferme, la mère se montra de très mauvaise humeur. Elle accueillit fort mal le couple et leur présence qui aurait été touchante pour qui n'avait pas un cœur de pierre. Après avoir reproché à son fils d'avoir passé l'après-midi auprès de sa fiancée au lieu d'aller au champ avec Achille son père et son frère Oscar, elle retourna sa violente colère contre la jeune fiancée. Avec force insulte, elle rappela à Célina que toute la famille de Jules était unanimement opposée à leur mariage. Elle l'accusa, selon l'expression de l'époque, de carte forcée. Finalement, la mère de Jules annonça que personne de la famille Auclair ne viendra se joindre à la cérémonie. Puis, alors que la jeune fille, assommée sous les propos, lui demandait quand même si elle consentirait juste à lui prêter quelques nappes pour les tables de la noce, la mère de Jules lui répondit froidement «
Écoutez, Nap, il manquerait plus que ça. Tout ce que je pourrais te donner, ma petite, c'est un drap, un beau drap blanc, tu verras. Elle répéta, je te préviens, moi le père ni personne n'iront à la noce. Personne, entends-tu? Et lui montrant la porte, maintenant, va-t'en. Tout en pleurs, et dans une peine immense, la jeune fille quitta les bras tendres de Jules et la ferme Auclair pour rejoindre le chemin vers la maison de ses parents, en se demandant à qui elle pourrait emprunter les nappes qui lui manqueraient. De son côté, Jules Auclair entra dans l'écurie. Il était l'heure de la tâche quotidienne d'aller donner à manger aux bêtes de la ferme. Sa mère, toujours aigrie, disparut à son tour dans l'habitation qui communique également par une petite porte vers les écuries. Un quart d'heure plus tard, Clara Eugénie, la toute jeune sœur de Jules Auclair de 9 ans, venait frapper à la porte de la famille d'Albi. Sur le ton d'une leçon apprise par cœur, elle récitait que Jules venait d'être victime d'un accident très grave. Maman m'a dit qu'on l'avait relevé dans l'écurie. Il est comme mort. On croit qu'il a reçu un coup de pied de cheval. Pendant ce temps, Madame Doublet est arrivée à la ferme Auclair pour y prendre, comme chaque soir, sa provision de lait. La cour de la ferme était inhabituellement déserte. Elle s'avança jusqu'à la maison d'habitation. Madame Auclair parut sur le seuil. Son attitude frappa Madame Doublet qui lui dit « Qu'avez-vous donc? Vous paraissez toute chose. »« Oh, ce n'est rien, répondit Madame Auclair. C'est mon fils Jules qui, en donnant à manger aux chevaux, a été légèrement bousculé par l'un d'eux. » Madame Doublet entra sans demander l'autorisation. Dans la maison, sur un lit au fond de la pièce, elle aperçut Jules qui râlait. Son frère Oscar, debout devant le lit, semblait s'efforcer de cacher le blessé. « Mais il faut appeler du secours, dit Madame Doublet. Il faut prévenir les voisins. » Et sans vouloir écouter les protestations de retenue de Madame Auclair, qui affirmait que ce n'était rien, elle sortit dans la rue, devant le portail de la ferme. Elle aperçut le garde champêtre, Monsieur Daudin Parfait, et un autre voisin, Monsieur Marchais. Elle les appela pour venir voir. Les deux hommes accoururent. Oscar Auclair, le frère du blessé, balbutia « Ce n'est rien, un simple coup de pied de cheval. J'ai trouvé mon frère sur la litière, près des chevaux, ce ne sera rien. » Mais le garde champêtre et son compagnon n'en jugèrent pas ainsi. N'eussent été les hoquets qui de temps en temps secouaient Jules, on eût pu croire que le malheureux était déjà mort. D'autres voisins accouraient, dont un conseiller municipal, M. Privé, qui possédait une pharmacie de campagne. On essaya de faire boire à Jules de l'eau de vie et du vulnéraire. Comme il n'ouvrait pas la bouche assez vite, en raison d'une contraction très forte des mâchoires, on l'y contraignit en lui cassant plusieurs dents. En 10 minutes, l'inquiétante nouvelle était connue de tous les habitants du village. Les plus curieux et les plus honorables n'en pouvaient croire leurs oreilles. Ils arrivèrent avec à leur tête René d'Albi et Célina éplorée. Le malheureux Jules était étendu sur son lit. Il râlait, sans pouvoir prononcer un mot. René d'Albi, s'étant approché, constata que Jules portait sous le menton et à la base des joues des traces bleuâtres, ressemblant fort à la marque que produit une corde, une ceinture ou une longe dans le cas de strangulation. Un soupçon grave et plus prompt que l'éclair traversa l'esprit du futur beau-père. Pourtant, René d'Albi se borna de ne dire publiquement que cette simple réflexion. C'est assez drôle. Un cheval ne fait pas de blessure comme celle-là. Était présent dans ce moment Monsieur Privé, conseiller municipal, Dufresne le charron, Doublet le maréchal Ferrand, Albert et Jules Nizet, cultivateurs. Tous furent unanimes à déclarer que les blessures que portait Jules Auclair n'avaient pas pu être faites dans les conditions qu'on voulait bien le leur dire, frappé d'un coup de sabot de cheval ou serré contre le mur de l'écurie et le bas-flanc. Le malheureux, dans ce cas, aurait été blessé ailleurs qu'à la base des joues et sous le menton. Deux versions dans la suite de la soirée s'affrontent. L'une prétend que c'est le jeune frère Oscar qui aurait été envoyé par son père chercher un médecin. Mais pourquoi n'y avait-il pas été envoyé plus tôt? Une seconde version raconte plus certainement que c'est quand il vit la situation que René d'Albi s'en fut chercher immédiatement à Metz, le docteur Dupeux. Mais il était trop tard. Tous ses soins furent inutiles. Comme les voisins présents, le docteur ne remarqua aucune trace de coup de pied de cheval. Il ne put que constater les marques très apparentes que Jules Auclair portait autour du cou. À 10h30, Jules Auclair mourait, sans avoir repris connaissance. Que s'est-il passé dans l'écurie?
3 hypothèses se sont avancées à ce sujet. Celle de l'accident dans les conditions où les parents l'ont raconté, sans jamais vouloir nier l'évidence que cette version est absurde et inadmissible. L'écurie est relativement étroite, elle ne peut abriter que 2 chevaux qui sont séparés non pas par un bas-flanc mobile, mais simplement par 2 branches d'arbres reliées ensemble par le milieu. Les chevaux de la ferme sont de bonnes grosses bêtes de trait qui ne sont ni vicieuses ni méchantes. Tout le monde le sait au village. En supposant même que Jules Auclair ait été agressé par l'une d'elles, comment supposer qu'il ne se soit pas senti la force immédiate de s'écarter, d'appeler ou de crier? Le suicide, il apparaît comme presque aussi invraisemblable que l'accident. Quel motif aurait pu subitement pousser Jules Auclair, alors qu'on le savait si joyeux d'un mariage pour lequel il avait tout préparé et toujours tenu tête aux désaccords et aux bassesses de sa famille? Il ne parlait que de ses projets heureux. En supposant qu'il se soit pendu, la corde, où est-elle? Peut-on admettre que quelqu'un ait fait disparaître cette corde, avec l'intention de cacher un acte de désespoir inimaginable, qui aurait certainement été mal interprété en raison des circonstances? On a dit que c'est son frère qui, entrant dans l'écurie par une porte intérieure, trouva Jules étendu sur la litière, la tête appuyée contre le mur. Le même frère qui a répété et relayé tel un perroquet l'histoire mensongère du cheval de ses parents. Le 14 juillet, le lendemain matin du drame, dès la première heure, Achille Auclair, fils du père défunt, arrivait à Metz, chez le docteur Dupeux. J'ai besoin, dit-il, pour l'obtenir du maire de Valpuiseau, le permis d'inhumer, destiné à mon malheureux fils, d'un certificat de décès, que je viens vous plier de me délivrer, puisque c'est vous qui avez assisté Jules dans ces derniers moments. Le docteur Dupeux établit le certificat, mais ainsi que son devoir l'exigeait, il y ajouta les causes du décès qu'il spécifia ainsi. Mort due à une compression du larynx, compression qui détermina une congestion pulmonaire. Muni de ce certificat, le père Auclair sortit. Mais au lieu de reprendre le chemin vers Valpuiseau et de porter au maire de son village le certificat de décès, il se rendit dans une autre maison de Metz, chez M. Boussingault, agent de compagnie d'assurance. « Mon fils Jules, dit-il, avait souscrit chez vous une prime d'assurance contre les accidents. Or, il vient de mourir, malheureusement, d'un coup de pied de cheval. Voici son certificat des décès, établi par le docteur Dupeux. Je vous prierai de bien vouloir faire le nécessaire pour que nous autres, ses parents, nous touchions le plus rapidement possible la prime prévue. » Mais M. Boussingault se contenta de répondre à M. Auclair qu'il allait transmettre ce certificat au siège de l'assurance et qu'on ferait procéder à l'enquête habituelle. Et seulement alors Achille Auclair reprit le chemin de Valpuiseau. Il commandait aussitôt un cercueil, invitait le fossoyeur à creuser une tombe au cimetière du village, et le lendemain, lundi 15 juillet, on conduisait à sa dernière demeure le corps de l'infortuné fiancé, le jour et peut-être même avant l'heure où il avait prévu son mariage. Tandis que le convoi funèbre parcourait au plus vite son court chemin au travers des rues du village, le maire était alerté par le garde champêtre qu'on enterrait Jules Auclair. Le maire n'avait pas délivré le permis d'inhumer. Il donna l'ordre d'arrêter le convoi. Seulement, il était trop tard. La bière était déjà descendue au fond de la fosse, recouverte de terre. Le jour même où il avait enterré son fils, Achille Auclair se rendait à Étampes pour tenter auprès de M. Paillet, agent principal de la compagnie d'assurance, une nouvelle insistante démarche afin d'obtenir sur le champ la prime souscrite par son fils. À grand-peine, M. Paillet s'efforça de faire comprendre au père Auclair qu'une enquête de procédure était nécessaire. Célina était plongée dans le plus profond désespoir. Sa robe blanche était devenue une robe de deuil. Son père espérait que la justice enquêterait pour éclaircir cette mystérieuse affaire. Le village de Valpuiseau se voyait visité par les gendarmes de Milly, mais pourtant sans donner aucune suite au drame étrange. René d'Alby se décida à se rendre de son initiative au parquet d'Étampes le 19 juillet. Le 20 juillet, en présence de messieurs Tessier, procureur de la République, et Germain, le juge d'instruction, le père de la fiancée en deuil fit officiellement part de ses doutes et de ses soupçons. « Pour moi, ajouta-t-il, Jules Auclair n'est pas mort de sa mort naturelle.
Il a été étranglé, je ne saurais vous dire par qui. Une enquête s'impose devant la démarche. Parvenus sur les lieux du drame, les magistrats du parquet d'Étampes apprirent que le défunt était assuré sur la vie contre les accidents. On fait exhumer le cadavre de Jules Auclair. Le docteur Grenet, médecin légiste d'Étampes, pratique l'autopsie du corps de Jules Auclair. Il relève et confirme sur le cou de la victime les traces de strangulation. C'est alors qu'arrivent des explications nouvelles selon la famille Auclair. L'hypothèse du suicide après celle de l'accident paraissant difficile à admettre et pour éviter que ne soit abordé le questionnement d'une troisième éventualité, Angéline, la glaciale mère Auclair, prit les devants pour raconter qu'elle s'était précédemment gardée d'évoquer la scène qu'elle avait eue avec son fils le samedi 13 au soir. Cette scène s'était produite sans témoin, après le départ de Célina d'Albi qu'elle venait de renvoyer en refusant de lui prêter le linge de table pour le repas de noces. Cette petite femme, sèche comme un cep de vigne, au visage maigre, avec des yeux dans lesquels se lise la défiance d'une comédienne, avoua qu'elle avait jusqu'alors omis de tout dire. Son fils aurait tenté une démarche pour obtenir une approbation de sa mère. « Je t'en supplie, maman, cesse ton attitude vis-à-vis de Célina. Reviens de meilleurs sentiments sur son compte. Si tu veux, nous resterons ici et nous travaillerons pour le père et pour toi. Sois bonne, nous t'aimerons bien et tout le monde sera heureux. » La réponse de la mère aurait été brève, cassante et sans réplique. « Je ne veux pas de cette fille chez nous. Elle me plaît pas. Et puis elle a pas de sous. » Et comme il insistait encore, « Marie-toi si tu veux, mais jamais tu ne remettras les pieds ici. » Alors Jules Auclair, selon sa mère, aurait murmuré « Je n'ai plus qu'à me suicider. Il me sera impossible de vivre ainsi. » Et la mère raconte qu'elle l'aurait laissé s'éloigner, sans faire un geste pour le retenir. Elle raconte que son fils est resté seul dans l'écurie, avait dénoué la ceinture de flanelle rouge qui enserrait sa taille, et, après en avoir fixé l'extrémité à la solive au harnais, haute d'environ 2 mètres, il avait passé son cou dans le nœud coulant et s'est échoir dans le vide. Elle dit que son frère, qui arriva quelques minutes plus tard, le détacha. Peut-être même la ceinture glissant sur le bois le délivra-t-elle sans le recours de personne, le jetant sur la litière, au pied de l'un de ses chevaux. Voici la nouvelle version dans laquelle il faut retenir que si au moment où Jules fut découvert, on était allé immédiatement chercher le docteur Dupeux, ce que ne fera le père de la fiancée et pas ses parents soit 1h30 plus tard, il a été médicalement admis possible qu'on aurait pu ramener Jules à la vie. Mais l'assurance d'abord. Quand les voisins arrivèrent dans la salle où Jules Auclair râlant avait été transporté, la ceinture de flanelle qui enserrait sa gorge avait été dissimulée, laissant sur le cou un sillon d'une largeur de 10 cm. La décision avait été rapidement prise. La mère Auclair et son mari s'étaient dit qu'ils avaient doublement intérêt, parce que le suicide de leur fils, à la veille de son mariage, allait donner prise à des commentaires fâcheux au village. Ensuite, et surtout, qu'en accréditant la version d'un accident, il bénéficiait de l'assurance signée le 22 mai dernier, et au terme de laquelle, par une disposition spéciale, les enfants de fermiers blessés pendant le travail sont assimilés aux ouvriers agricoles embauchés. En conséquence, comme l'assurance souscrite était de 2000 francs et que l'organisme était en réputation de verser le quart, ils se voyaient en toucher 500 francs. Ils auraient même touché 600 francs, car une somme de 100 francs était allouée à titre d'indemnité pour les frais d'enterrement. Bien que cette manœuvre ait constitué une tentative d'escroquerie caractérisée, M. Paillet, l'agent général de l'assurance, ne portera pas plainte. Le parquet ne poursuivra pas plus les épouvantables parents de Valpuiseau. Le parquet ne se posera jamais la question de savoir où était le père de Jules au moment du drame et quand sa femme renvoyait sa bru. Le parquet n'ira pas enquêter au-delà du récit de la mère pour savoir si l'aveu du suicide, après celui de l'accident, était une réalité inébranlable. La conviction du parquet aura suffi pour classer et étouffer l'enquête vers l'oubli en moins de 3 jours. Le ton des journaux sera effigie de changer et de ne plus dire que Jules était un homme joyeux. On dira qu'il était sombre et que ses parents avaient tout fait pour le sauver en vain.
On ne touche pas aux notables dans la morale d'une époque qui voulait que l'autorité et la décision paternelle sur les enfants soient intouchables. Un ordre sociétal qui ne pouvait pas être remis en cause. Comble de l'inversion, ce furent Célina et son pharmacien employeur de Milly qui furent mis sous le coup d'une dénonciation avant que pour eux, une enquête très sévère et intrusive établisse au bout de 3 mois d'inquisition à fin octobre que les accusations abjectes à leur encontre étaient non fondées. Achille Auclair et Angelina Pertuis décéderont la conscience libre en 1916 et 1931. Clara, la petite sœur de 9 ans au moment du drame, décédera en 1980. Oscar, le frère qui avait menti avec sa famille, décédera en 1940. Il aura 3 enfants décédés en 2005, 2006 et 2009. La vérité de l'histoire officielle, ou une autre vérité possible, est partie avec eux. Comme dans La Terre de Zola et son évocation très noire du monde paysan, ou bien le père amable de Maupassant, la fille d'un carrier, cabaretier locataire, un simple travailleur des champs sans terre, ne pouvait pas épouser le fils de propriétaire dominant. Épris de cupidité et animé par les valeurs tenues dans le refus ancestral de voir un sol en héritage se réunir dépourvu de l'apport d'un autre sol en héritage. Célina suivra la destinée de son corps de femme, faite pour être une épouse. Elle se mariera 1 an après la perte irréparable de son grand amour. Veuve, elle se remariera une seconde fois en 1945. Puis, le dimanche 28 mai 1972, elle finira enfin par rejoindre dans le dernier souffle, celui qui depuis la soirée du 13 juillet 1907, l'attendait pour lui prendre tendrement la main dans l'éternité de leur amour de jeunesse.